Je reçois aujourd'hui Maître Marcel Secaldi, qui est avocat au barreau de Paris et qui a dû avoir une année bien remplie hein, avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, concernant les dossiers africains notamment. D'abord, bonjour aux Bonjour. téléspectateurs de Télésud. Année bien remplie, année internationale bien remplie. Erreur commise par les États puissants au détriment de la stabilité du continent africain. Ça, c'est tout à fait clair. L'année a été bien remplie. Quand vous reprenez par exemple le dossier Kadhafi qui revient à la surface aujourd'hui, certains disent que c'est la cause de la déstabilisation du Mali, d'autres ont une autre analyse, mais dans tous les cas, quand vous regardez ce dossier, vous vous dites que c'est un échec du quinquennat de Nicolas Sarkozy ou pas, ou que c'était une bonne chose d'aller intervenir? Non, je ne dis pas que c'est un échec, je ne dis pas que c'est une erreur, je dis que c'est une faute. Vous voyez la situation en Libye, sur le territoire libyen, et nous y reviendrons tout à l'heure. La fragilisation des frontières sud de la Tunisie, de l'Algérie. La semaine dernière, il y a quelques jours, plus exactement, 9 morts dans un attentat à Tizi Ouzou. La partition de fait du Mali. Ces bandes islamiques qui sillonnent le Sahel ont maintenant, avec la Libye, un territoire de repli, un accès à l'armement lourd et des moyens financiers. Beau résultat. Les États membres de la coalition armée qui sont intervenus en Libye sont désormais comptables des Maliens qui, au quotidien, tombent désormais. Ce sont ces États-là qui portent la responsabilité de la situation au Mali. Vous pensez qu'ils doivent intervenir militairement pour libérer le nord du Mali? Mais écoutez, il ne s'agit pas de savoir s'ils doivent ou non intervenir militairement. La première question qui se pose, c'est le constat de l'intervention militaire en Libye. Vous connaissez la situation en Libye. Plus d'1,5 million de Libyens vivent à l'étranger. C'est hier ou avant-hier, le siège du Premier ministre attaqué à l'arme lourde. Pour une énième fois. Une énième fois. Et il y a 15 jours, des combats entre deux factions armées à la frontière tuniso-libyenne. Il y a moins de 10 jours, les combats dans le sud. La chasse engagée contre les populations Toubou. Qu'est-ce que c'est que la Libye ? C'est un État qui est proche du chaos, mais dont la déstabilisation a pour effet direct désormais de déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali aujourd'hui, la Mauritanie demain, peut-être le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Alors permettez-moi de vous dire, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un insuccès, c'est une faute. Mais vous savez, la faute, pourquoi elle a été commise? Lorsque l'on cherche à obtenir, et c'était le cas de Nicolas Sarkozy en octobre 2011, en octobre 2010, sur le plan international, la légitimité que l'on a perdue sur le plan national, eh bien, l'on mène des actions qui ne sont pas conformes aux intérêts de l'État, à l'intérêt national. Et j'en terminerai d'un mot là-dessus. Si Nicolas Sarkozy, si la France, parce que malheureusement, il l'a représenté à l'époque, avait pris la tête de file du plan de l'Union africaine, qui avait été accepté par les deux parties, qui avait été accepté par la partie libyenne et qui a bien entendu été refusé par les rebelles, puisqu'ils bénéficiaient de l'appui des États puissants. Vous imaginez que l'on connaîtrait une autre situation, que la France aurait eu derrière elle non seulement l'Union africaine, elle aurait eu l'Inde, elle aurait eu le Brésil, et bien entendu le soutien de la Russie et de la Chine. Elle aurait eu une politique indépendante des intérêts américains, elle n'aurait pas été le petit télégraphiste et le petit facteur de la politique hégémonique des États-Unis. Pour en revenir à l'implication de la France, qu'est-ce qui a justifié entre le moment où on recevait Kadhafi en grande pompe en France et le moment où l'intervention militaire a été décidée? Qu'est-ce qui a justifié ce changement de position, d'attitude de Nicolas Sarkozy? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, l'action menée en Libye est une action qui a été planifiée, structurée de longue date, non pas par la France, mais par les États-Unis et par le Qatar. Concernant la France, je dirais tout simplement, si vous laissez les relations inavouées et inavouables entre certains de nos dirigeants et le Qatar.
Je ne parle pas, si vous voulez, de l'entrée au capital ou du rachat non, on n'en parlera du Paris Saint-Germain. Je parle... dont je suis supporter. Voilà, personne n'est parfait, hein, mon cher Louis. Bien, je pense que c'est cela qui a pesé dans la décision et que le président, ça avait marché en Côte d'Ivoire, s'est dit, eh bien, je vais faire un nouveau coup sur le plan international. Et puis, si vous inscrivez la prise de décision dans ce grand courant de désinformation, l'ensemble des médias occidentaux qui, concernant l'affaire libyenne, ne sont pas intervenus comme des informateurs ou comme des journalistes soucieux d'informer clairement et impartialement leurs auditeurs, mais comme un instrument de propagande. Bien. Je vous rappelle, je vais vous donner un exemple précis. Je vais vous donner un exemple précis du double standard. Souvenez-vous la campagne d'Al Jazeera, la campagne de tous les médias français, BBC, en Grande-Bretagne, CNN, en France, TF1, Antenne 2, tout le monde. Bien. Concernant la répression des manifestations civiles. Lorsque Sirte a été bombardée, Sirte a été bombardée durant 45 jours, à l'artillerie lourde, par bombardement aérien. Qui s'est levé? L'autre élément de cette campagne libyenne, c'est le dossier dans l'entre-deux tours, hein, qui est sorti parlant de ces 50 millions d'euros dont aurait bénéficié Nicolas Sarkozy pour financer sa campagne. Vous en savez quelque chose? Écoutez, moi, ce que je pense, je vais vous donner mon sentiment, mais c'est mon sentiment personnel. Je pense que ce document ne reflète pas la réalité. Ben, tout simplement parce que l'on sait bien que dans les modes de financement de cette nature, il n'y a pas de procès-verbal qui est tenu. Que je pense que ce document, à mon sens, ne correspond pas à la réalité, que s'il y a eu un financement qui a pu être fait, bien, il faut interroger ceux qui sont à même de pouvoir répondre à cette question. Mais l'hypothèse est probable ou dénuée de tout fondement? Ben écoutez, d'abord, si vous posez la question à Nicolas Sarkozy, il vous dira certainement. Bon, ben, posez la question à Bagmadi, mais vous ne pouvez pas lui poser la question à Bagmadi, l'ancien Premier ministre libyen. Ce qu'ont dit les avocats tunisiens n'engage que. Bon, pourquoi l'ont-ils dit? Pourquoi dire au mois de mai ce qu'ils auraient. Ce qui aurait été dit au mois d'octobre, je ne veux pas rentrer, si vous voulez, dans ce genre de choses. Bon, mais interrogez Bagmadi. Regardez ce qui est intéressant dans cette affaire de financement. Bien. On se polarise sur ce document. Bien. On dit, mais Bagmadi, tiens, c'est vrai, il pourrait apporter son éclairage. Bagmadi, l'ancien Premier ministre libyen, est détenu en Tunisie depuis 6 mois sans titre de justice applicable. C'est-à-dire que les autorités tunisiennes actuelles, issues de ce que l'on appelle le printemps arabe, ont à son égard la même politique et la même attitude, la même posture qu'ils ont reproché dans le passé à l'ancien régime de Ben Ali. Voilà quelqu'un qui, depuis 6 mois, est en prison sans jugement, sans pièce de justice applicable. Et vous pensez qu'il peut y avoir un témoignage là-dessus irréprochable? Parce qu'on a eu le témoignage de l'ancien chef des renseignements qui est au Qatar, réfugié politique. Oui, mais vous savez ce que cet individu vaut, n'est-ce pas? Il est au Qatar, il est passé par la Grande-Bretagne. Je vous fais remarquer que d'abord, il s'est arrêté en France, et un petit matin, un peu trop minet, sans prévenir les services français qui s'étaient félicités de l'avoir sous la main, il est parti en Grande-Bretagne. Mais Moussa Koussa, je vous rappelle quand même qu'il faisait l'objet de poursuites. Il y en a un autre qui fait l'objet de poursuites et qui se trouve sur le sol français. Oui, il faisait l'objet, mais nous en parlerons de celui-là. C'est pas la même chose. Il faisait l'objet de poursuites pour l'attentat du lycée 10. Il est parti et maintenant, il est réfugié au Qatar. Il est dans la main du Qatar. Et il bénéficie de la protection. La protection comme Al-Qaradawi, vous savez, le prêcheur islamiste que dont Nasser avait retiré la nationalité égyptienne et qui bénéficie d'un passeport diplomatique au Qatar. Bien, il faudrait un jour se pencher sur le rôle que joue le Qatar dans la déstabilisation d'un certain nombre de pays. Et vérifier s'il est normal qu'un État croupion de 170 000 habitants se livre sur le plan international à la politique qui est la sienne. Il nous reste moins de 2 minutes. Parlons de Bachir, qui se trouve sur le sol français. Apparemment, il a bénéficié d'un passeport diplomatique nigérien sous la pression de la France. Il est recherché par Interpol. Non, Louis, vous êtes un journaliste trop sérieux. Vous êtes un journaliste. Je vous écoute. J'avance des thèses. Vous avancez des thèses, mais bon, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Tout le monde s'accorde à dire que l'arrestation
l'arrestation ne peut durer que quelques heures, le temps que le pays requérant soit prévenu de l'arrestation. Dès que le pays requérant est prévenu, il peut par tout moyen, même par télécopie, envoyer l'ordre, plus exactement la pièce de justice qui permet l'arrestation provisoire de l'intéressé. Et c'est à partir de l'arrestation provisoire que la procédure d'extradition se met en route. Mais dites-moi, la seule question qui vaille, pourquoi Interpol a-t-elle diffusé cette fiche rouge? Pourquoi? Peut-être parce que le CNT a demandé... Non, parce que l'Interpol, qui est dirigé par un Américain, n'a aucune légitimité. Vous parlez du CNT? Je parle du CNT. Écoutez, c'est extraordinaire. Je vais vous citer Stefano Carvelli, d'Interpol. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. La demande de la Libye à l'effet d'obtenir la publication des notices rouges était une preuve supplémentaire de l'attachement du pays à la primauté du droit. Non mais attendez, c'est un farceur, M. Silvini. Primauté du droit en Libye, alors que c'est le règne des factions armées, que les populations noires font l'objet de persécutions. Mais non, tout simplement, un État souverain, un État de droit, ne doit pas répondre aux injonctions d'un État qui est plongé dans le chaos. Merci beaucoup, Maître Sekaldi, d'être venu pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de notre 100 jours. À bientôt.